Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur Douceur encore. Ici, tu peux simplement déposer ton intelligence sensible. Prends juste un instant pour ralentir, respirer et laisser place à une réconciliation intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un extrait, ou plusieurs extraits du livre d'Hélène Aron qui parle des hypersensibles. Même si pour moi, le mot hypersensible est galvaudé parce que il est repris avec tout un tas de définitions et tout un tas de choses que l'on explique sur les hypersensibles comme si tous les hypersensibles fonctionnaient de la même façon. Pour moi, c'est faux. Chacun a sa particularité. Et quand je parle d'hypersensibilité, je parle plutôt d'ultrasensorialité et d'ultraperceptivité. Donc je vous lis ce texte qui pour moi m'a beaucoup parlé et j'y retrouve mon fonctionnement. Prenez-le, acceptez-le ou pas, faites comme bon vous semble. Les hypersensibles, différents des autres et profondément incompris. Le diagnostic n'était pas faux. Alors déjà, je n'aime pas le mot diagnostic, mais bon, peu importe, on va prendre le texte tel qu'il est. Les hypersensibles sont assaillis par une foule de messages et perçoivent des nuances qui échappent aux autres. Ce qui semble normal aux autres, la musique forte ou la foule, peut se révéler extrêmement stimulant et donc stressant pour les hypersensibles. La majorité des gens ignorent le vrombissement des sirènes, l'assaut de lumière éblouissante ou d'odeurs fortes, le tohu-bohu ou le chaos. Les hypersensibles, eux, en ressentent une grande perturbation. À la fin d'une journée passée dans un centre commercial ou un musée, tout le monde a mal aux pieds. La plupart des gens, après un moment de détente, sont prêts à ressortir le soir. Les hypersensibles ont besoin de solitude après une journée de ce genre. Ils se sentent bousculés, stimulés à l'excès. Lorsque la majorité des gens entrent dans une pièce, ils remarquent le mobilier et les personnes qui s'y trouvent. Point final. Les hypersensibles peuvent percevoir presque instantanément, qu'ils le veuillent ou non, l'humeur des gens, les amitiés et inimitiés, la fraîcheur de l'air ou, au contraire, l'odeur de renfermé, la personnalité de quiconque a arrangé les fleurs dans les vases. Toutefois, si vous êtes hypersensible, vous aurez du mal à accepter qu'il s'agit là d'un don remarquable. Comment faire pour comparer les expériences intérieures ? Ce n'est pas facile. Tout ce que vous remarquez, c'est que vous tolérez beaucoup moins de choses que ceux qui vous entourent. Vous oubliez que vous appartenez à un groupe qui, à travers les âges, a fait preuve d'une créativité, d'une intuition et d'une passion extraordinaires. Un groupe qui est capable de s'intéresser de près aux autres. Toutes ces qualités sont fort prisées par la société. Mais il nous faut accepter les avantages et les inconvénients de notre trait de personnalité. Nous pouvons aussi être méfiants, introvertis, portés vers la solitude, parce qu'ils ne nous comprennent pas. Les autres nous considèrent comme timides, effacés, faibles, ou c'est là notre péché capital, peu sociables. La crainte de ces étiquettes nous incite à vouloir être comme les autres, d'où l'hyperstimulation qui engendre le stress, à la suite de quoi on nous qualifie de névrosés ou de fous, et nous finissons par croire que nous le sommes vraiment. Alors moi j'ai envie de revenir sur quelques petites choses dans le texte qui me déclenchent, qui me font réagir. Introverti, alors le mot introverti n'est pas un jugement, je trouve que c'est une façon de fonctionner. Moi personnellement je suis introverti, mais je l'assume entièrement, il n'y a pas de notion de timidité, d'effacement ou de repli sur soi. Juste à expliquer que la différence entre l'introversion et l'extraversion, pour moi en tout cas de mon point de vue, c'est ce que j'ai compris, les introvertis se rechargent avec leur propre intériorité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes pour pouvoir se recharger, ont besoin de silence et de solitude pour pouvoir se recharger. Et les personnes extraverties ont besoin du contact des autres et de la multitude des choses extérieures pour pouvoir se recharger. Et c'est ok, chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner. Moi je sais que
dans toute mon enfance et ma jeunesse, j'ai souvent entendu dire que j'étais timide, effacée, introvertie, qu'il fallait que je me lâche, etc., etc. Sauf que maintenant, j'accepte cet état-là, ou plutôt cette façon de fonctionner, qui pour moi me permet de recharger mes batteries et d'aller au-devant des autres et d'affronter le monde. Et encore d'affronter, c'est pas un combat. Parce que je me considère comme un être relativement sociable, qui aime les gens, qui aime aller au contact des autres. Mais quand je me sens surstimulée, j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi et de fonctionner avec un peu moins de surstimulation et de calme et de silence, tout simplement. Donc il n'y a pas de raison de se qualifier de névrosé ou de fou, parce que on a plutôt tendance à être bien avec soi-même et d'avoir ce fonctionnement-là pour se recharger, et non pas un fonctionnement qu'ont la plupart des gens à être au contact de la multitude et de la vitesse et des efforts que offre le monde extérieur. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à cette définition de comment fonctionne l'hypersensible. Deuxième texte, comment définir l'hypersensibilité, 2 faits à retenir. Fait numéro 1, tout le monde, hypersensible ou non, ressent un bien-être maximal lorsque la stimulation n'est ni trop forte ni complètement absente. N'importe quel individu profitera au maximum de ses capacités si son système nerveux est modérément activé, quelle que soit la tâche à accomplir. Conserver à bâton rompu ou jouer au Super Bowl, une activation insuffisante nous rend amorphes, inefficaces. Pour pallier ce manque d'enthousiasme, nous buvons du café, allumons la radio, téléphonons à un ami, nouons la conversation avec un étranger, changeons de profession, etc. Tous les moyens sont bons. À l'autre extrême, l'hyperactivation du système nerveux nous perturbe, nous rend maladroits et sème le désordre dans nos idées. Nous ne parvenons plus à réfléchir, notre corps n'est plus coordonné, nous perdons les pédales, mais là aussi nous pouvons remédier à la situation en nous reposant, en faisant le vide dans notre cerveau. Certains boivent de l'alcool, d'autres prennent du Valium. La stimulation idéale est un juste milieu. D'ailleurs, le besoin et le désir d'un degré optimal de stimulation figurent par les plus solides découvertes de la psychologie. Cela s'applique à tout le monde, jusqu'aux bébés qui détestent s'ennuyer, ou au contraire qu'on les agace. Fait numéro 2. Le degré d'activation du système nerveux diffère considérablement d'une personne à une autre, dans la même situation, face aux mêmes stimuli. Cette différence est en grande partie héréditaire, elle est également tout à fait normale. On l'observe chez tous les mammifères, souris, chats, chiens, chevaux, singes et humains. À l'intérieur d'une espèce, le pourcentage d'hypersensibles est généralement le même, entre 15 et 20%. Tout comme certains représentants d'une espèce sont plus grands que leurs congénères, d'autres sont plus sensibles que la majorité. Par un élevage rigoureux, en accouplant les plus sensibles, il est possible de créer une souche d'hypersensibles en quelques générations. C'est pourquoi de tous les traits héréditaires de tempérament, c'est la sensibilité qui engendre les différences les plus évidentes et les plus spectaculaires. La différence dont nous venons de parler signifie que les hypersensibles sont capables de ressentir les degrés de stimulation qui échappent aux autres. Qu'il s'agisse de lumière ou de sons subtils, ou encore de sensations physiques telles que la douleur, ce n'est pas que vos sens soient plus acérés que ceux des autres. En fait, beaucoup d'hypersensibles portent des verres. Quelque part juste avant le cerveau ou dans le cerveau même, les informations reçoivent un traitement plus méticuleux. Les hypersensibles réfléchissent davantage à tout ce qui les entoure, exactement comme les machines qui trient les fruits en fonction de leur grosseur. Les hypersensibles trient les données. Mais là où le reste de l'espèce humaine distingue 2 ou 3 catégories, nous en découvrons une dizaine. Cette sensibilisation accrue au monde subtil fait de nous des êtres intuitifs qui traitent les informations de manière semi-consciente, voire inconsciente. Très souvent, nous savons, sans comprendre pourquoi ni comment. En outre, ce traitement plus approfondi des détails subtils
nous incite à nous interroger davantage sur le passé ou l'avenir. Nous savons pourquoi la situation a évolué de telle ou telle manière. Nous savons ce qui va arriver. C'est le sixième sens dont on parle tant. Il lui arrive de se tromper naturellement, tout comme nos yeux et nos oreilles peuvent se tromper. Mais notre intuition nous place si souvent sur la bonne voie que nous ne devrions pas nous étonner si les visionnaires, les artistes extrêmement subtils et les inventeurs appartiennent à cette catégorie, de même que des gens consciencieux, sages et prudents. Les inconvénients surgissent lorsque nous atteignons un degré élevé de stimulation, ce qui est modérément stimulant pour la plupart des gens qui risquent d'être extrêmement stimulant pour nous. Ce qui est extrêmement stimulant pour la plupart des gens provoque, chez un hypersensible, une réaction brutale. Nous atteignons un seuil de fermeture appelé inhibition transmarginale. Ce phénomène avait été étudié au début du siècle par un célèbre physiologiste russe, Ivan Pavlov, qui était convaincu que la différence héréditaire la plus fondamentale entre les êtres humains était représentée par le degré de stimulation nécessaire pour qu'ils atteignent ce seuil de fermeture. Il avait émis l'idée que si certaines personnes l'atteignaient très rapidement, c'était parce qu'elles étaient munies d'un système nerveux radicalement différent de celui du reste de la population. Personne n'apprécie la stimulation excessive, que l'on soit ou non hypersensible, car elle nous fait perdre notre emprise sur nous-mêmes, et notre organisme entier nous signale qu'il est en train de s'emballer. Cet état nous empêche de nous concentrer sur notre travail et peut aller jusqu'à présenter un danger. La crainte de l'hyperstimulation peut devenir inhérente à chacun de nous. Étant donné qu'un nouveau-né est bien incapable de fuir ou de se battre, encore moins de reconnaître le danger, il hurle dès que quelque chose de nouveau, de stimulant s'approche de lui, afin que les adultes puissent venir à sa rescousse. Tout comme les pompiers, les hypersensibles passent une bonne partie de leur temps à répondre à de fausses alertes. Mais il suffit que notre sensibilité nous ait permis de sauver au moins une vie pour qu'elle ait eu son utilité génétique. Lorsqu'elle conduit à la stimulation excessive, elle nous gâche l'existence, mais c'est à prendre ou à laisser, et les avantages, elle l'emporte sur les inconvénients. J'ai envie de revenir un petit peu sur tous ces textes que j'ai lus. On y parle souvent du système nerveux. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment en faisant une formation sur la théorie polyvagale pour en comprendre le fonctionnement du système nerveux autonome. Cette formation, je l'ai faite pour moi, pour vraiment comprendre comment fonctionnait mon système nerveux. Et ce que j'en ai compris, ce qu'il en ressort pour résumer la chose, c'est que les êtres sensibles, ultrasensoriels et ultra-perceptifs ont un système nerveux beaucoup plus hyperstimulable que n'importe quel autre individu. C'est-à-dire que pour en prendre un exemple, je vais prendre le mien puisque c'est celui que je connais le mieux et dont je peux le mieux parler. Je suis facilement déroutée, on va dire. Je suis facilement hyperstimulée. Par exemple, la conduite en ville, pour moi, n'est pas facile. Voire même, j'évite, je ne vais plus. Je parle des grandes villes. Au milieu d'un flot de voitures, de feux rouges, de klaxons, de gens qui marchent. Pour moi, c'est un stress énorme que de conduire en ville. Parce que mon cerveau, mon corps, a du mal à traiter toutes les informations. Il traite les informations une par une, et quand on est sans filtre, puisque c'est comme ça que je l'explique, que j'explique l'hyperstimulation, c'est être quelque part un peu sans filtre. Toute cette multitude de choses qui arrivent à mon cerveau a du mal à être traitée en même temps. Donc du coup, ça me crée du stress. Donc pour moi, l'hypersensibilité, c'est une réaction de notre système nerveux qui a du mal à traiter la surstimulation et la multitude de choses qui arrivent de l'extérieur. Ça peut être aussi le ressenti
dans une pièce, des différentes émotions des gens, de l'ambiance, enfin, voilà, prenez ce qui vous parle. Pour moi, je parle de mon expérience et j'ai compris que ce fonctionnement, c'était un fonctionnement qui m'appartenait. J'ai passé des années à rechercher des raisons dans mon enfance de pourquoi. Est-ce que c'était de la faute de mes parents? Est-ce que c'était la faute de la société? En fait, c'est la faute de personne. Encore moins de la mienne, puisque pendant des années, j'ai conclu que c'était de la mienne, que je n'étais pas assez ou que j'étais trop quelque chose, et que j'avais besoin de me transformer pour rentrer dans le moule et correspondre au cadre qui était proposé. Et en fait, j'ai fini par comprendre qu'il était nécessaire de m'accepter telle que j'étais et de me créer une vie en fonction de cette façon de fonctionner, tout simplement, qui correspond à un besoin physiologique et pas seulement psychologique. Et ça m'a beaucoup apaisé. Donc j'espère que de votre côté, peut-être que ça vous apaisera aussi de comprendre que vous n'êtes pas bizarre, fou, anormal, que vous avez votre fonctionnement propre et que pour vous, il est nécessaire de l'accepter dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Douceur encore, c'est pour revenir à de la douceur envers son corps, mais surtout envers son fonctionnement, de la douceur envers soi-même, tout simplement, et de s'offrir tout ce que l'on essaye de chercher à l'extérieur et que l'on ne trouve pas, de s'offrir à soi-même cette douceur que l'on a besoin de trouver dans ce monde. Car on va bien le reconnaître, elle n'existe pas beaucoup dans le monde extérieur, la douceur. Donc à nous de nous l'offrir et d'aller dans ce sens-là pour prendre notre place dans ce monde un peu brut, certes, mais prendre notre place et puis aller vers ceux qui nous correspondent, tout simplement. C'est aussi ça, ma façon mon envie en créant cette chaîne, c'est d'essayer d'accéder à d'autres personnes qui sont comme moi, tout simplement, et de s'entourer avec douceur des gens qui nous ressemblent. Et pour faire suite à ça, donc, je vais prendre un autre texte du livre d'Hélène Aron qui a un titre qui est « Qu'est-ce que la stimulation ?» Donc, je trouve que ça explique bien. La stimulation se définit comme n'importe quel phénomène qui éveille le système nerveux, attire son attention, incite les nerfs à envoyer une volée de petites décharges électriques. Bien que nous ayons tendance à considérer la stimulation comme un phénomène provoqué par des circonstances externes, nous ne devrions pas ignorer qu'elle peut émaner de l'intérieur de notre corps. La douleur, la tension musculaire, la faim et la soif, le désir sexuel, etc. Ou revêtir la forme de souvenirs, de fantasmes, de pensées ou de projets. La stimulation varie en intensité, exactement comme le bruit, et en durée. Elle peut être ponctuelle, comme lorsque nous sursautons en entendant un cri ou un coup de klaxon, ou complexe, comme lorsque nous essayons d'écouter 4 ou 5 conversations simultanées sur un fond de musique. Il est possible de s'habituer à la stimulation, mais même si nous croyons y être accoutumés au point de ne plus réagir, il nous arrive parfois de ressentir un épuisement soudain. Pourquoi ? Parce que nous avons fait l'effort conscient de tolérer quelque chose qui en réalité usait nos forces. Il arrive qu'un degré modéré de stimulation, provoqué par une situation familière, une journée au travail par exemple, oblige un hypersensible à passer une soirée tranquille. À ce stade, le plus petit stimulus peut être la goutte qui fera déborder le vase. J'ai envie de m'arrêter pour faire un petit retour sur ce texte du point de vue de mon expérience à moi. Les stimulus ont tellement été conséquents dans ma vie qu'il est arrivé un moment où j'ai eu besoin de m'intérioriser et de me couper du monde parce que c'était plus possible à supporter. Et pourtant, j'ai travaillé 23 ans dans un milieu où ma profession était d'organiser des événements, des manifestations touristiques.
Donc j'ai croisé énormément de monde. Bon, c'était dans une petite entité, une petite entreprise, une petite structure de peu de personnes. Mais je côtoyais le monde, je côtoyais les gens. J'étais toujours en parallèle. J'étais proche de la musique, de choses qui étaient extrêmement agréables à mes oreilles, et je côtoyais du monde, mais des petits groupes, donc c'était pas non plus j'étais pas dans une grande ville, quoi, donc ça allait, mais j'étais très surstimulée, donc il y a eu ça, plus le fait que j'attirais plus ou moins des gens qui étaient dans l'utilisation de mon extrême empathie, de mon écoute approfondie, de mes capacités à percevoir l'intérieur des gens. Donc j'ai été aussi surstimulée par des gens qui avaient besoin de prendre cette capacité-là. Voilà, donc épuisée. Et épuisée par la surstimulation extérieure, mais aussi épuisée par un espèce de masque que je me créais à ne pas vouloir accepter mon fonctionnement et me suractiver constamment. Et plus on avance dans l'âge, c'est ce que je ressens de mon expérience, et plus c'est cette fausse identité que l'on se crée pour pouvoir coller au monde tel qu'il est représenté, et cette façon de fonctionner m'avait épuisée, quoi. Voilà, donc c'était difficile pour moi de continuer à essayer de rentrer dans le moule, à vouloir faire comme tout le monde. C'était très compliqué. Et je dirais que même, sans parler de côtoyer l'extérieur qui surstimulait mon intérieur, je me suis moi-même surstimulée à un moment donné de ma vie, quand j'ai lâché mon ancien travail en voulant me créer une autre vie. Je me suis surstimulée moi-même en ayant une sorte de boulimie de connaissances, de recherche à l'extérieur, de comment je pourrais me transformer, comment je pourrais être quelqu'un d'autre, vouloir me recréer une vie professionnelle et personnelle. Je me suis surstimulée par la recherche de choses extérieures en continu, sans m'arrêter. Donc j'ai fait une sorte de burn-out de moi-même par surstimulation de recherche et d'éléments extérieurs. Voilà. Donc je continue le texte. Pour compliquer encore les choses, un stimulus identique provoquera des réactions différentes. Par exemple, les foules qui se pressent dans les centres commerciaux avant Noël rappellent à un certain d'entre nous d'agréables sorties en famille et sont la manifestation tangible de l'esprit des fêtes. Mais pour d'autres personnes qui ont été contraintes de faire des magasins pour acheter des cadeaux alors qu'elles n'en avaient pas vraiment les moyens ou qui n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait acheter, les magasins bondés de Noël évoquent de mauvais souvenirs. Pour ces personnes, il s'agit d'une période extrêmement douloureuse. En règle générale, lorsque nous n'avons aucun moyen d'endiguer la stimulation, ces effets sont d'autant plus désagréables, surtout si nous avons l'impression d'être la victime de quelqu'un d'autre. Même si nous sommes amateurs de musique, le vacarme causé par la stéréo des voisins peut être terriblement agaçant. Si nous leur avons déjà demandé de baisser le son, le bruit revêtira les proportions d'une invasion hostile. Il est d'ailleurs possible que la lecture de ce livre accroisse votre énervement en vous révélant que vous appartenez à une minorité dont les droits à une stimulation plus modérée sont généralement ignorés. Naturellement, si nous trouvions la lumière, si nous parvenions à nous détacher de toutes ces relations, plus rien ne nous agacerait. Il n'est donc pas étonnant que tant d'hypersensibles s'intéressent aux voies spirituelles. Oui, alors pour revenir sur cette dernière phase, il n'est donc pas étonnant que tant d'hypersensibles s'intéressent aux voies spirituelles. C'est vrai, moi aussi, je me suis lancée
dans une espèce de quête et de recherche effrénée dans la spiritualité. Et je dirais que malheureusement, la spiritualité New Age, comme elle est présentée, m'a amené aussi à faire une sorte de burn-out. C'est un bien grand mot, hein, parce que le burn-out est vraiment quelque chose de fort. Donc je dirais une petite décompensation de moi-même, une petite ras-le-bol, décompression, non pas décompensation, dépressurisation, on va dire, voilà, de ras-le-bol par rapport à ça, parce que eh bien, je sortais d'un cadre pour rentrer dans un autre. C'est-à-dire que je suis partie dans la recherche effrénée de choses correspondant au magnétisme, aux soins énergétiques, à la spiritualité, à la médiumnité. Alors tout ça, je pense que nous autres hypersensibles sommes réellement connectés aux choses subtiles, comme on est très réceptif et très perceptif. On peut être connecté à tout ça. Mais je suis redescendue un peu sur Terre en prenant les choses avec un petit peu moins d'ego, je dois dire. J'ai traversé une sorte de forme d'ego spirituel, ça y est, j'avais trouvé ma voie, c'était quelque chose de magique, de merveilleux. J'allais pouvoir sauver le monde entier en ayant des capacités extraordinaires de magnétisme, de médiumnité et d'énergéticienne. C'est faux, c'est totalement faux. Pour moi en tout cas, je ne dis pas que ça ne peut pas exister pour certains, mais pour moi c'était faux. Je ressens très fortement des capacités d'écoute, de profonde écoute de l'autre, ça c'est sûr, sans jugement, sans proposer de solution. Je peux même capter des éléments dans l'inconscient de l'autre, mais je n'en fais pas une force qu'une magicienne aurait. Voilà, c'est tout simplement humain. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur comme un dieu vivant qui existerait à l'extérieur et qui aurait besoin d'être présent pour nous aider. Même si je fais référence au Laoshi, mais en fait tout ce que j'utilise dans ma chaîne, ce sont des outils d'apaisement. Je le dis clairement là dans ce message, je n'ai pas de pouvoir surnaturel. Et pour moi, personne n'en a. Ce sont des capacités que l'on développe au fur et à mesure, comme quelqu'un qui va à la salle de sport, par exemple, et qui développe ses muscles par habitude de réaliser la chose. Moi, je pratique les soins énergétiques, je pratique l'écoute, je pratique l'analyse, mais pas dans le sens psy, l'analyse des gens, le scan corporel, on va dire, le scan des personnes que je vois, mais parce que j'ai fait ça toute ma vie et que mon hypersensibilité m'a amené à développer cette capacité, en fait. Je l'ai fait inconsciemment toute ma vie, depuis l'enfance. Voilà, c'est cette extrême sensibilité m'a amené à me suradapter aux autres pour en comprendre leur façon de faire, leur façon d'agir, et pour essayer de me calquer à la personne, parce que je ne comprenais pas le fonctionnement des autres. Donc j'essayais de rentrer dans le moule. Voilà, maintenant ce que j'essaie, c'est d'en sortir, mais j'utilise ces capacités que j'ai développées naturellement au service des autres quand ils viennent à moi, sans être transformés, sans me transformer en sauveuse, et en écoutant mes limites et mes besoins. Mais je n'en fais surtout pas une capacité comme si j'avais un pouvoir magique. Et je me suis détachée de cette spiritualité New Age qui ne me correspond plus. Et pour conclure, je finirai avec ce petit texte où je trouve que c'est essentiel pour reconnaître sa sensibilité et son intuition. Appréciez votre sensibilité à sa juste valeur.
Essayez de vous souvenir d'occasions où votre sensibilité a épargné, à vous-même ou à quelqu'un d'autre, de la douleur ou d'une grande perte, où elle a sauvé une vie, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. En ce qui me concerne, ni ma famille ni moi n'aurions survécu si je n'avais été éveillée par la première lueur d'un incendie au plafond de ma chambre, dans la vieille maison de bois que nous habitions. En effet, si on fait référence à quelques souvenirs de notre enfance jusqu'à maintenant, et vous en avez certainement vous aussi, notre hypersensibilité, donc notre intuition, notre ressenti profond, nous a sauvés de bien des situations, qu'elles soient familiales ou peu importe. Vous avez forcément dans votre vie une situation qui vous rappelle que heureusement que vous aviez cette capacité-là, car elle vous aura sauvé de certaines circonstances. Pour ma part, je vais faire référence à l'emploi que j'ai quitté il y a quelques années, par rapport au fait d'avoir ressenti très fortement qu'il y avait quelque chose qui se tramait et qu'il était nécessaire pour moi d'en partir. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, quelque chose au fond de moi m'avait dit « prépare un dossier, prépare des lettres, garde tout, ce qui passe sous ton nez, ça va te servir ». Et en effet, ça m'a servi puisque à l'époque où je suis partie de mon ancien travail, après 23 ans de bons et loyaux services, j'avais collecté toutes sortes de données qui m'ont permis de gagner, ou en tout cas de me défendre face à des choses qui m'ont été reprochées pour me rabaisser. Et donc, je suis sortie de cette situation vivante surtout, et puis avec une envie de vivre ma vie autrement. Et depuis maintenant 8 ans, je cherche une voie, et je crois que je l'ai trouvée. En tout cas, j'utilise ma capacité, ma sensorialité, mon extrême perceptivité et sensorialité pour faire de ma vie un havre de paix et pouvoir le partager à ceux qui voudront bien l'accueillir et l'accepter, tout simplement. Voilà ma façon à moi de vous expliquer la définition de l'hypersensibilité, ou tout du moins de l'extrême sensorialité et la supraperceptivité. Ça fait un bien grand mot, l'hyperperceptivité plutôt que l'hypersensibilité. J'espère que vous retrouverez un peu dans ce fonctionnement, et puis je vous dis à bientôt, et puis suite au prochain épisode, puisque je reviendrai plusieurs fois avec des explications qui me traversent, des choses que j'ai envie de vous partager, surtout dans la playlist blog. Ensuite, vous pouvez retrouver aussi toutes les choses que je crée sur ma chaîne qui vous permettent de vous apporter un peu de douceur dans votre vie et surtout dans votre intériorité. À bientôt. Je te remercie d'avoir partagé ce moment sur Douceur encore. Si ce moment de douceur t'a fait du bien, tu peux simplement le laisser circuler autour de toi. Si tu ressens l'élan d'un accompagnement plus personnel, mon adresse mail apparaît à l'écran. Prends soin de ta sensibilité, elle est précieuse.